Dans les allées du Palais du Luxembourg se croisent des femmes et des hommes à la personnalité singulière. Car l'engagement naît d'une histoire personnelle, d'un cheminement parfois court, parfois long. Avant d'obtenir un siège, certains ont suivi la voie qu'ils se sont tracée au fil de leurs études, puis de leurs emplois de collaborateurs. Et d'autres n'auraient sans doute jamais pensé pouvoir, un jour, porter la voix du peuple au Sénat. Mon rêve, c'était d'être un chanteur d'opéra. Et puis après, c'était d'être chef d'orchestre. Et puis après, c'était d'être pilote d'hélicoptère. Et puis on en laisse en route. On ne peut pas tout faire. Sénateur pendant près de 30 ans, Jean Faure a tissé son parcours au fil des épreuves de la vie, avec une force de caractère, une force de travail, des convictions solides et surtout une grande humanité. Fils de paysan élevé à la dure, blessé de guerre, syndicaliste agricole, créateur d'un centre de formation, directeur d'un village olympique, il grimpe sans se retourner, il monte les marches de la mairie, du Conseil général, du Sénat, mais garde les souliers dans sa terre, cette terre d'où il puise son inspiration pour construire et guérir. C'est un endroit où on se ressource, c'est un endroit où on se pose. On pose aussi le poids des rivalités, des combats, des blessures. On se cicatrise en quelque sorte. Comment le montagnard, paysan, moniteur de ski transforme les épreuves en force pour faire entrer son territoire dans l'ère moderne. Jean Faure, c'est d'abord un visionnaire. Le Vercors a pris une nouvelle dimension avec l'arrivée de Jean Faure. Quand il a une idée, il est capable de convaincre une foule énorme. Moi, je l'ai vu renverser des auditoires entiers. Il n'est pas du tout technocrate. Sa principale qualité, c'est d'avoir commencé à la base. C'est quelqu'un de passionné, de curieux, c'est quelqu'un d'exigeant. Il a abordé la vie comme la face nord d'une montagne. J'ai eu cette chance, j'ai fait avec les moyens du bord, je n'en regrette rien. Comment grandit le sens de l'engagement? Comment l'homme non instruit vainc ses complexes pour siéger au Sénat? Tel le renard use de stratégie patiemment pour contourner les obstacles. Le hameau des Bertières se dresse à quelques foulées du bourg. Au milieu des terres agricoles qui dessinent le paysage d'Autran entre les 4 montagnes, la ferme des Faures et ses volets clos racontent à cœur ouvert une histoire familiale de plus de 400 ans. Notre famille, historiquement parlant, vient du Vercors Sud, d'un petit hameau de Saint-Aignan qui s'appelle la Faurie. C'est un nom qui indique bien que les Faures étaient d'origine là-bas. Et ils ont émigré vers 1610, vers Autran, et ils ont repris cette ferme qui est là, à cette famille de Hureurs de Fontgalan. Et elle a permis à 10 générations de vivre là-dessus. Et après la guerre de 14, l'agriculture a commencé à un peu évoluer, les terres étaient trop petites, les fermes aussi. Donc mon père et mon oncle se sont partagés ces terres et mon père a hérité de cette maison. C'est dans cette maison, en plein cœur d'un hiver rude, que Jean naît le 14 janvier 1937. Mon père a eu 6 enfants et moi j'étais le 3e. C'était le grand frère, il avait toutes les qualités, bien sûr. Il était plus grand, plus costaud, plus intelligent, je ne sais pas, mais disons qu'il oui, il représentait beaucoup de choses que j'aurais aimé être. Mais très tôt, le malheur s'empare de l'enfance de Jean. Il a à peine 4 ans lorsque sa mère décède d'une maladie foudroyante. Au plus fort de sa peine, il perd alors une sœur aînée. J'ai une sœur qui est morte 6 mois après le décès de ma mère. Donc mon père s'est retrouvé veuf avec 4 enfants en bas âge. Ça a été un drame parce que cette maison dont les murs bruissent encore de tout le bonheur et de cette famille qui s'installe, quelques années après, c'est la douleur, la perte de notre mère. Au bout de 10 ans de mariage, elle avait 33 ans, mon père se retrouve seul. C'est des moments très très durs à vivre et il faut comprendre que le courage qu'il a fallu à mon père qui avait été gazé à la guerre de 14, qui avait déjà pas mal souffert, de se retrouver dans cette situation, ça, à mes yeux, ça en fait un homme exceptionnel. Jean a eu un père remarquable,
à élever ses enfants. Son père Sylvain a été remarquable, de courage et de façon d'agir avec ses enfants. L'hiver, les enfants sont répartis chez leur grand-mère qui habite le bourg, où se situe leur école. L'été, ils rentrent à la ferme. Haut comme 3 pommes, Jean aide son père et apprend jour après jour les tâches de la petite exploitation. Les enfants dans une ferme sont tout de suite associés au travail pour s'occuper des petits animaux, les lapins, les cochons, les poules. Et puis au fur et à mesure où on grandit, à partir de 7-8 ans, on commence à traire les chèvres. À 12 ans, on donne un coup de main pour traire les vaches. On garde les bêtes. Robuste, rigoureux et déterminé à soutenir sa famille, Jean s'impose parmi ses frères et sœurs comme celui qui doit exploiter la ferme avec son père. Je faisais le travail d'un homme, on va au bois, on coupe du bois, on fait les foins, on laboure la terre pour faire du blé, pour faire de l'orge, on cultive, on vit en autarcie, donc il faut faire tous les légumes possibles, depuis les patates, les navets, les betteraves, tout ce qui peut servir à la survie. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est une entreprise. Autrefois, c'était une survie. C'est-à-dire on survivait grâce à tout ce qu'on savait faire. On ne gagnait pas d'argent, mais on survivait. C'était archaïque, effectivement, à l'époque. Ça n'avait pas évolué depuis le 19e siècle. Le travail était très dur pour pas grand-chose, finalement. Jean Faure grandit à l'écoute de la nature. Il observe pour comprendre les techniques naturelles d'entretien des cultures. Il ne subit pas le climat, il l'intègre dans sa stratégie au quotidien. Il n'en est pas encore conscient, mais il se forge ici un caractère, développe une résistance à toute épreuve et ancre en lui les valeurs qui le guideront toujours vers l'essentiel. Quand on est né ici, dans un pays dur, où l'hiver dure 5 mois, la végétation seulement 5 mois, on a des périodes très longues. C'est un pays qui n'est pas facile. Et ça forme des gens qui sont durs à la tâche. Et c'était le cas de mon père. Voilà. Bon, nous, on a été élevés dans cet esprit, les valeurs traditionnelles, le travail, le respect des anciens, le respect des autres. On avait un rapport avec les anciens qui était pas imaginable aujourd'hui. Nous avions un grand respect de tous les anciens. Et je crois que c'est ce travail qu'on a vu de nos pères, de nos grands-pères et que nous faisions qui nous a marqués. Pour nous, ce n'était pas tolérable de critiquer un ancien. On avait un respect total. Et Jean l'avait en particulier, celui-là. Pour lui, les anciens, c'est sacré. Néanmoins, le garçon brillant, curieux, doit renoncer aux études. Mes frères et sœurs ont pu faire des études supérieures qui les ont conduits à occuper des fonctions importantes dans la société, que ce soit ingénieur des mines, que ce soit dans l'enseignement, doctorat de pharmacie, que ce soit dans d'autres domaines comme le CEA. Vous représentez qu'un paysan d'Autran qui envoie 3 de ses gosses faire des études prolongées, mais c'était une aberration. À l'époque, l'école c'était toléré, mais dans la mesure où ça n'empiétait pas sur les foins, mais faire des études prolongées, c'était de l'argent gaspillé. Et lui, je ne sais pas, il est par clairvoyance ou je ne sais pas. Bon, il nous a fait faire des études, à mes 2 sœurs et moi, assez prolongées. Moi, qu'est-ce que vous voulez, j'étais livré ici, sans formation professionnelle, sans autre optique, sans autre horizon que de continuer l'exploitation. Il n'y avait pas besoin de faire des études très longues, donc il a été obligé d'arrêter les études. Ça l'a marqué. Il aurait aimé, je pense, faire des études. Le fait qu'il ait été affecté à ce travail, ça l'a forcé à aller au-delà. Jean veut tout de même suivre une formation. Après le lycée, il part pour une école d'agriculture à Lyon. Mais ça ne lui plaît pas. Il rentre à la ferme à 17 ans et dédie son temps libre à sa passion pour le ski.
L'hiver, je faisais beaucoup de ski, j'ai fait beaucoup de compétitions à l'époque, du fond, du saut. Et puis après, j'ai fait 3 ans d'armée, alors là, c'était autre chose. J'ai commencé à Briançon, dans ce qu'on appelait le bataillon des neiges, le 15-9. Et j'ai fait 2 mois de classe. C'était assez dur parce que j'ai compris pourquoi après, mais la volonté de l'armée et en particulier des instructeurs, c'était de casser une personnalité pour qu'on devienne des gens obéissants. Et c'était vraiment très dur. À tel point que je pensais que quand on serait en Algérie, ça serait peut-être sûrement plus facile. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Stagiaire à l'école de haute montagne, le skieur de haut niveau tente l'excuse de la compétition. Mais au bout de 3 semaines, il est rappelé à Briançon pour un départ imminent pour Marseille, puis Alger. De là, Jeanfort rejoint la Grand Kabylie pour 2 ans, avec le 159e bataillon d'infanterie alpine. Des camions nous emmènent jusqu'à le cœur de la Kabylie, c'est-à-dire le Djurdjura, un massif un peu comme le Vercors, très aride, très beau, très sauvage. Et on arrive dans un petit village qui s'appelait Agounigaran, au pied d'un magnifique paysage, mais de cartes postales. Et c'était très, très étonnant parce qu'il y avait une rupture entre l'aspect dramatique de la situation où on allait être plongé et puis la beauté du site qui me rappelait le Vercors. Agounigaran, c'est le cœur du Djurdjura, quoi. C'est ces montagnes magnifiques. On est à 300 mètres et le sommet est à 2003. C'est que des falaises. C'est sublime. Mais c'est là que la guerre nous attend. Le jeune appelé du contingent est chargé d'une mission pacifique, le maintien de l'ordre. Officiellement, c'était le maintien de l'ordre. En réalité, c'était ni plus ni moins qu'une guérilla contrôlée. L'ennemi, c'est-à-dire le Front de Libération Nationale, était partout. J'étais dans une section d'intervention et on m'a confié ce qu'on appelait à l'époque le fusil mitrailleur, quand j'avais un 24-29, qui était une très belle arme, mais c'était déjà le début de la prise de conscience qu'on n'allait pas rigoler. Très rapidement, au bout de 9 mois, j'ai été appelé à la demande du capitaine de m'occuper des harkis. Là, ça a complètement changé ma vie. D'un seul coup, je prends la tête en tant que sergent d'une section et d'un groupe important de harkis qui étaient répartis sur 3 petits villages. Et je devais les instruire, leur donner une formation militaire et surtout de sortir avec eux en opération. Jeanfort reste pendant 2 ans dans le même village. Comme on avait une mission de pacification avec la population, nous avions des relations extrêmement étroites avec la population. Étroites avec les vieux sages, avec les harkis, avec la population. On parlait, on échangeait. Et la guerre, c'était à l'extérieur du village, dès qu'on sortait du camp. Bien sûr qu'on se faisait mitrailler de temps en temps depuis les falaises avec une 12-7 dans le camp. Bien sûr qu'on était obligé de se planquer derrière les murailles. Mais globalement, quand on était dans le camp, on était dans un village sécurisé. En dehors du village, il crapahute sur 2000 mètres de dénivelé, dort pendant 3 semaines dans des grottes, sur des rochers d'où résonnent les tirs, les cris sourds des victimes. Les horreurs du conflit rattrapent le gamin de 20 ans. Les destructions, les plaintes interminables, la mort des copains, la mort des autres. On devient des bêtes parce que là, on est menacé, on est en danger et en permanence, on a un mode survie. Voilà, survie. Quand on a ses propres amis égorgés ou le ventre ouvert rempli de pierres, les parties dans la bouche, et qu'on trouve le corps, je peux vous dire que ça ne vous pousse pas à la sensiblerie. Et la répression peut être animale dans ces cas-là. La torture, on en a beaucoup parlé, mais la torture, c'est quoi? C'est la conséquence de la guerre.
C'est la guerre qui est à dénoncer, c'est pas la torture. La torture, c'est simplement tirer sur un type, c'est pas mieux que le torturer. C'est de le tuer, c'est encore pire. Donc on a dénoncé la torture, c'est une chose horrible. Mais tuer des gens, c'est encore pire. Et comme c'était quotidien, on finit par rentrer dans cette espèce de vie nouvelle où on n'est plus observateur, on est acteur. Et de acteur, il faut qu'on soit dominateur. Et si on n'est pas dominateur, on est perdu. J'ai été formé à la dure et je dois reconnaître qu'avec les harkis, j'étais obligé d'être dur. Et ils m'ont toujours respecté. Ils m'ont toujours aimé. J'y suis retourné. Je les ai rencontrés après. J'en ai retrouvé en France. Mais ils ont toujours gardé un immense respect et moi, énormément d'affection pour eux. Parce que c'était des types à qui on a beaucoup demandé et qu'on a abandonné lâchement, qu'on a laissé tuer, massacrer, sans même réagir. Depuis son départ, Jean Faure tente de se retrouver, de préserver sa personnalité par les écrits. Chaque jour, il s'exprime sur papier, il tient ses carnets. Il y écrit qu'il ne craint pas la mort. Sa plus grande crainte, c'est la souffrance, le handicap. Finalement, la guerre l'aura seulement rendu partiellement sourd. Un épisode de 2 ans de guerre. C'est-à-dire qu'on a été cerné par une katiba. Une katiba, c'est 150 personnes, 120, 150 personnes. Nous étions une trentaine, une petite section, sous les ordres d'un lieutenant qui est devenu général et qui était vraiment un très grand ami, type extrêmement courageux. Et on était coincés, cernés, mitraillés de tous les côtés. Et en pleine nuit, l'aviation ne peut pas intervenir pour nous dégager. Le seul moyen de se faire dégager, c'est par l'artillerie. Sauf que quand l'artillerie a bombardé pour nous libérer, les obus nous sont tombés dessus. La première salve, une salve de 4 canons de 105, ça fait 16 obus qui explosent dans un carré grand comme un jardin, quoi, un peu plus. Donc là, bien sûr, il y a eu des morts, il y a eu des gens déchiquetés. Moi, j'ai pas été blessé, mais je suis devenu sourd. Je crois que tout le monde s'en est aperçu. Pour ceux qui me connaissent, pendant toute ma vie, j'ai été dur d'oreille. Et maintenant, je suis carrément sourd à 100% et je peux m'exprimer et comprendre que parce que la chirurgie a tellement fait des progrès que j'ai les moyens, malgré tout, de correspondre avec mes semblables. Mais ça m'a marqué aussi parce que ça, c'était le moins qui me puisse arriver. C'est rien. Être sourd, c'est handicapant, mais quand on voit des types qui perdent une jambe, qui ont une balle dans la colonne vertébrale ou qui ont le visage traversé, c'est épouvantable. Ce qui lui donne sa force de supporter l'impossible, c'est sa terre, sa famille. Autran n'est jamais loin. Autran lui manque. Il y revient quelques jours, mais la permission tant espérée ne lui aura apporté qu'une pénible culpabilité. Et au bout de 14 mois, j'ai quand même eu droit à ces 2 semaines de congé. Et quand je suis arrivé ici, bien sûr que c'était agréable, voir la famille, tout ça, mais j'avais la tête là-bas. Très honnêtement, je n'ai jamais réussi à me dégager d'être avec ceux que j'avais laissés sur place. Et j'y pensais sans arrêt. Et quand je sortais dans le village et que je voyais que les gens étaient heureux, que les filles allaient danser, qu'il y avait des bals, que les gens mangeaient, buvaient, s'amusaient, mais ça me paraissait tellement incongru, tellement déplacé, que j'en arrivais à souhaiter repartir. Tellement c'était déplacé par rapport à ce que je vivais, et je n'arrivais pas à l'exprimer. Je ne pouvais pas le faire comprendre. On ne peut pas comprendre quelque chose qu'on n'a pas vécu. Donc j'ai eu beaucoup de bonheur de ce repos, mais en même temps, j'étais presque heureux de retourner là-bas avec ceux que j'avais abandonnés. Parce qu'il y a une notion d'abandon de ses amis et de ceux avec qui on a traversé tout ça pendant 14 mois. Et je suis reparti, bien sûr, pour encore 10 mois. J'ai continué, j'étais chef de section harki, j'ai fait plein d'opérations. Bon, des opérations très dures. Je vous dis, héliporté, on vous loge dans un coin, puis après, bon, on vous amène des ravitaillements, puis vous rentrez au camp
pour vous doucher et vous changer de vêtements 3 semaines après. Les vêtements restent debout tellement ils sont imprégnés de sueur. C'est vrai. Mais c'est pas ça qui est le plus dur. C'est de voir l'impossibilité de régler un problème. Un problème qui est resté intact après quand on est parti et qui a été abandonné. Et ça, pour moi, c'était une déchirure. J'ai traîné ça pendant des années, sans pouvoir en parler. Il se livrait très peu, que ce soit dans ses lettres ou même à son retour. Est-ce que c'était parce qu'il ne voulait pas en parler, par pudeur, ou parce qu'il se sentait incompris? Si aujourd'hui je peux en parler, c'est parce qu'à un moment donné, Ossarès m'a tellement révolté, le général Ossarès qui avait fait des déclarations, qu'il avait torturé et tout, et il disait tellement de saloperies sur l'armée que moi j'avais connu, mais qu'on avait fait autre chose. On vaccinait les gamins, on leur faisait l'école, les blessés, ceux qui étaient malades dans le village, on les soignait dans le camp. On avait des rapports humains, plus qu'humains, amicaux. C'était comme moi les harkis, c'était mes frères. Et de voir qu'on passait pour des salopards en France des années après, j'ai voulu dire. Donc j'ai publié. Et le fait d'avoir écrit, ça m'a libéré. Ça m'a totalement libéré. Et je suis resté 40 ans sans pouvoir prononcer le mot Algérie. Dès que j'entendais le mot Algérie, je m'en allais. Et maintenant, je peux en parler. Après 28 mois de service, Jean Faure rentre à Autran. La guerre continue, mais il est libéré. Prisonnier de son expérience, l'incompréhension des proches l'accable. Le retour, là, c'est la cata. C'est la cata parce qu'avec 2 copains que j'avais connus là-bas, dans les Zodias, ils n'étaient pas dans la même compagnie que moi, mais on était très copains pour qu'on se retrouvait souvent. Et on s'était juré que si on s'en sortait, on ferait un voyage en Norvège. Et quand je suis arrivé ici, vers la mi-juillet, c'était au moment de faire les foins. Alors mon père m'a dit, on va faire les foins. Et je lui ai dit, non, je m'en vais. Et là, mon père m'a dit, comment tu ne peux pas t'en aller alors qu'on va faire les foins? C'était une période très importante à la ferme. Et je lui ai dit non. Et je suis parti. Et là, personne n'a compris dans ma famille. Personne n'a pu comprendre que je pouvais m'en aller alors que je venais juste d'arriver. Et pour moi, c'était, avec ce que je venais de vivre, j'avais l'impression d'être sale, j'avais l'impression que d'aller en Norvège, j'allais me laver de toute cette boue, de toute cette guerre, de toutes ces saloperies. Et on est partis tous les 3 et on a passé 3 semaines, mais c'était le rêve parce qu'on était ensemble, on savait de ce qu'on avait vécu, on se comprenait, mais en même temps, d'aller là-bas dans ce pays dont on avait tant rêvé, dans les fjords, dans les glaciers, dans ces immenses étendues vertueuses, c'est propre, c'est beau, ça m'a fait un bien énorme. On ne se rendait pas compte, et toute la population du village ne se rendait pas compte des difficultés de toutes ces personnes qui ont fait la guerre d'Algérie. C'était complètement anachronique, on ne comprenait pas du tout. On n'était pas conscients. Pour nous, c'était terminé, ça y est, ça recommençait comme il y a 3 ans auparavant. Il avait qu'à se remettre à la ferme, travailler, et puis c'est tout. Mais non, ce n'est pas tout. L'agriculture se transforme, les exploitations ferment. Face à ce nouveau défi, Jean Faure est démuni. Pas de diplôme, pas de perspective. Il passe son temps à la ferme à se demander comment en sortir. Il ressent alors le besoin d'acquérir une formation, quelle qu'elle soit. Il se rapproche de l'AJAC, la Jeunesse catholique agricole. L'AJAC faisait des stages de formation, des stages de réflexion, tout ça. Donc là, j'ai pu un peu purger tout ce que j'avais emmagasiné comme ressenti. Et j'ai commencé à m'ouvrir un peu aux autres, à m'intéresser un peu aux autres. Et c'est de là que j'ai découvert le syndicalisme. Jean devient un syndicaliste très actif. L'homme qu'il était devenu après 2 ans de guerre, après avoir été chef de harki, avait désormais des aptitudes pour prendre des responsabilités. Agité, il défend sans relâche les intérêts des agriculteurs. Nous étions en pleine révolution. Il
faut savoir qu'à partir des années 1960, le ministère de l'Agriculture avait organisé carrément le départ des agriculteurs de la terre parce qu'ils étaient trop nombreux. Le passage de la traction animale à l'arrivée des tracteurs a complètement changé la donne. Les gens s'endettaient pour acheter des tracteurs, il fallait donc rembourser le crédit agricole, il fallait donc avoir plus d'exploitation, plus de surface, et l'État, prenant conscience de cette situation, a commencé à encourager les gens à partir et à créer à cet effet des fonds spéciaux où on pouvait partir à la retraite à 55 ans, on avait des primes, on avait des aides, et ceux qui partaient étaient aidés. Mais il ne fallait surtout pas l'abandonner parce que l'agriculture, c'est un plus pour la montagne. C'est non seulement l'entretien des espaces, mais c'est le maintien d'une vie historique, traditionnelle, avec des valeurs, et ça, j'y tenais beaucoup. Jean monte quelques échelons et sans jamais avoir l'intention de faire de la politique, il s'inspire de courants humanistes sur lesquels s'appuie la JAC pour mener son combat de syndicaliste. Tout syndicalisme agricole auquel je fais référence était raccroché à une philosophie très en vogue à l'époque qu'on appelait l'humanisme d'Emmanuel Mounier, et les mouvements politiques qui s'y raccrochaient, c'était le MRP, puis ensuite c'était le centre des démocrates sociaux, puis l'UDF. Le syndicalisme pur ouvrier, c'était la CFTC, c'était pas du tout les autres organismes, c'était la CFTC qui a donné naissance à la CFDT, mais qui étaient les mêmes hommes. Donc il y a eu dans tous les domaines de la société de l'après-guerre des évolutions énormes liées à ces mouvements qui étaient d'inspiration humaniste. Jean Faure est entré dans le syndicalisme comme dans un refuge pour se protéger des démons. Dans ce refuge, il se reconstruit. Et s'il en sort, c'est pour chausser les skis. C'est sympa là. On arrive dans une piste de slalom assez raide là. Très raide. Le défi de la pente, l'ivresse de la vitesse, l'amour du geste soigné, et toute cette forêt, cette nature hivernale qui abandonne soudain son aspect rude pour offrir un immense terrain de jeu. L'apaisement de l'esprit. Jean n'est pas né une paire de lattes aux pieds, mais c'est tout comme. Il a appris lorsqu'il a su marcher, sur un seul ski de son père beaucoup trop grand. Sur des skis, il devient lui-même, une passion viscérale. Pour moi, le ski, c'est une passion qui a rythmé pratiquement toute ma vie, dans tous mes choix. Professionnel, affectif. J'ai toujours été influencé par le ski, qui est bien au-delà d'un sport. Quand on parle de passion, c'est parce que dans le ski, il y a tout ce qu'il faut pour physiquement, moralement, s'équilibrer. D'ailleurs, c'est un jeu de mots d'être équilibré à ski, mais c'est indispensable. C'est quoi ? Le ski, c'est l'obligation de rester debout. C'est quand même contre nature un peu, de glisser à 70-80 km à l'heure dans des pentes, au milieu des forêts, tout ça, c'est contre nature. Mais ceux qui ont connu ça, je crois qu'ils en sont marqués pour la vie. Ils n'abandonnent jamais d'ailleurs. Dans cette longue vie publique que j'ai eue, et notamment à travers 40 ans de vie politique, j'ai toujours, quelles que soient les situations, réservé au minimum 1 ou 2 journées de ski par semaine. Et pour moi, pas toute la journée, c'était quelques heures, mais c'était suffisant parce que quand on fait du ski, on ne pense à rien d'autre. On est obligé de se concentrer sur le geste. En plus, quand on est professionnel, on est amoureux de la perfection. Et atteindre la perfection dans le geste, c'est le summum. C'est un réel plaisir. On le sent, c'est un ressenti, c'est physique. On se sent libre, libéré. Libéré de toutes les contraintes, de toutes les saloperies que la Terre vous réserve, et de profiter enfin des belles choses qu'elle peut nous offrir.
Ski alpin, ski nordique, saut à ski. Adolescent, il dispute les championnats de France. Mais ses espoirs de carrière sont interrompus par la guerre. Alors de retour, il se lance dans l'enseignement. Moniteur de ski, il peut assouvir sa passion et exercer un métier. Un métier qui lui donne beaucoup d'espace. Il enseigne à Tignes, à Courchevel. Il ne se doute pas alors que le ski à Autran va emprunter une trajectoire inespérée qui allait complètement changer son destin. Le 28 janvier 1964, réuni à Innsbruck, le Comité international olympique attribue l'organisation des 10e Jeux olympiques d'hiver à Grenoble. Autran fait partie des sites retenus. Le petit village accueillera 13 épreuves de ski nordique. Mais c'est énorme. J'allais dire, c'est une bombe. On n'a pas eu dans l'histoire d'Autran une annonce officielle aussi importante que ce jour-là. Pour nous, c'était tellement impossible que ça se réalise dans notre village qu'on n'en a pas saisi toutes les opportunités. On a bien senti qu'il allait se passer des choses. Mais bon, je pense que dans notre village, il n'y avait pas assez de personnes formées et je dirais, dans le coup, pour nous intéresser et nous faire comprendre ces choses. Alors Jean Faure va s'en charger. Lui, il a compris. Il a compris que ce n'est pas seulement une grande fête qui se prépare, c'est un événement qui va transformer le village, transformer durablement ses activités. C'est le point de départ d'une nouvelle vie sur ce plateau pour les décennies à venir, et pas seulement pendant 13 jours. Les Jeux Olympiques, on ne peut pas laisser passer ça. Alors je fais une enquête en tant que syndicaliste auprès de tous mes amis sur le plateau, et sur 300 réponses que je reçois à cette enquête, j'ai 80% des gens qui disent « on ne peut pas s'associer au tourisme parce qu'on n'est pas formé pour ça ». Donc je me dis puisque c'est que ça qui peut les empêcher, on va faire un centre de formation. Quand Jean Faure lance cette idée, personne n'y croit. Mais le syndicaliste agricole en a déjà vu d'autres. Et il a pris du poids. Président du Centre départemental des jeunes agriculteurs, vice-président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, il connaît du beau monde. Il convainc des ténors qui l'emmènent sur place. 1 an plus tard, la FRAT ouvrait ses portes. La FRAT, c'est-à-dire l'Association pour la formation des ruraux aux activités du tourisme, est née en 1965 de la nécessité pour les agriculteurs de montagne de trouver une activité complémentaire. Dans certaines régions assez difficiles au point de vue rentabilité dans les exploitations de montagne, le tourisme a pu amener cette complémentarité. Je ne savais pas quoi faire cette année-là, je suis à la FRAT. C'est maintenant que j'ai trouvé le but vraiment, ce que je voulais faire. Enfin, et qu'est-ce que vous faites exactement? Je m'occupe des familles ici, dans les gîtes familiaux. Vous les recevez? Je les reçois. Vous les conseillez? Oui. Et vous avez l'impression que c'est maintenant un but? Oui. Et miser sur la formation qui doit vous accompagner en fait tout le long de votre vie, c'est faire preuve d'une clairvoyance extraordinaire. Je trouve que la FRAT est une invention géniale, puisqu'il a fait des agriculteurs les premiers acteurs du tourisme, il les a transformés en acteurs du tourisme. Depuis la création, c'est-à-dire depuis 1965, il y a plus de 55 000 stagiaires qui ont bénéficié de l'enseignement de la FRAT, dans tous les domaines, bien sûr, aussi bien le sport, comme guide, escalade, etc., ou les moniteurs de ski, les accompagnateurs de moyenne montagne, mais aussi l'accueil du tourisme, aménager des chambres d'hôtes chez soi, faire un petit restaurant, démarrer dans une ancienne grange, un restaurant, ça se fait beaucoup. On a plusieurs milliers de stagiaires qui tiennent des restaurants depuis qu'ils sont passés à la FRAT. Pour le premier stage, 15 candidats se présentent. Sans local, Jean Faure organise la première session aux Deux Alpes, dans un chalet de jeunes qui appartient à un organisme, l'Ocage. Et Jean apprend que c'est l'Ocage qui va construire et gérer le village olympique d'Autran. Il se positionne et candidate. Le directeur accepte, à la condition qu'il suive une formation. Je pars à Paris et pendant 3 mois, je fais une formation théorique. Et pendant 1 an, je fais le tour des installations de l'Ocage dans les VVF, Village Vacances Famille.
je vais dans tous les massifs, j'apprends mon métier. Quand je suis allé voir le directeur de Lecage après ma formation, il m'a proposé d'être directeur de l'animation. Je lui ai dit, mais ça ne m'intéresse pas, monsieur le directeur. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux être directeur. Point barre. Il a réfléchi et il m'a dit, pourquoi pas. Au début de l'année 1966, Jean Faure est embauché pour acheter les terrains et construire le village olympique d'Autran. À partir des années 65, Autran subit un vrai chamboulement. Tous les équipements, les structures nécessaires pour l'organisation des Jeux, que ce soit les pistes de fond, le stade de biathlon, les tremplins, tout ça, c'est des travaux énormes. La construction du village olympique. Moi, je commence déjà à acheter les terrains pour le compte de l'organisation. J'achète 9 hectares. Après, il faut discuter avec les architectes, faire les plans. Et puis après, il faut passer à la construction. Et pour moi, ça a été une période de révolution professionnelle et intellectuelle, et même, j'allais dire, de promotion personnelle. Pour moi, c'est le jackpot, parce que d'un seul coup, j'arrive enfin à émerger. Alors d'accord, ça m'oblige à quitter la ferme. D'accord, ça m'oblige à quitter tout ce qui m'a permis de me construire. Mais au fond, la vie, c'est quand même ça. C'est de se servir de tout ce qu'on a pu acquérir, construire, pour déboucher sur un projet qui est porteur, qui est un beau projet. Construire, apprendre sur le terrain, gagner en confiance, en expérience. Jean Faure nourrit son désir d'études qu'il avait envié à ses frères et sœurs. Eux qui, pendant ce temps, jettent discrètement un regard admiratif sur leur frère. Il ne faut pas lui dire. Non, je ne lui ai jamais dit, mais bon, avec mes collègues, mes amis, si, je le disais. Mon frère, c'est lui qui dirige Lecage, mon frère, c'est... Si, j'en étais fier. Les Jeux, c'est l'explosion de joie. Forcément, vous imaginez, dans un petit village tranquille qui dormait depuis des milliers d'années, d'un seul coup, les Jeux olympiques arrivent. Il y a de la foule, il y a du monde, il y a l'armée pour assurer la main-d'œuvre, il y a les pompiers, il y a la sécurité. Enfin, c'est un événement extrêmement important. Et sur Autran, on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles. Au moins 400 bénévoles qui sont des agriculteurs, des commerçants, des bûcherons, qui l'hiver disposent du temps et qui peuvent apporter cette main-d'œuvre enthousiaste, compétente pour organiser les épreuves, les contrôler, les mesureurs, les chronométreurs, enfin tout ce qui sert à organiser une grande épreuve internationale. C'est vraiment une usine à gaz. Le pays n'est pas préparé à l'origine pour cela. Mais tout le monde s'est mis à la tâche et on avait fait une petite répétition l'année d'avant et le jour des Jeux, on était prêts. On était prêts, d'autant plus qu'on a eu beaucoup de neige et ça a permis de démarrer dans de très très bonnes conditions les Jeux olympiques. En pleine effervescence, Jean Faure se soucie du professionnalisme. Il gère un établissement qui accueille les athlètes, qui sert 2000 repas par jour, avec 5 menus différents selon les nationalités et les exigences. Il faut accueillir la presse. Tout se passe pour le mieux, dans la rigueur, mais dans une ambiance euphorique. Jean Faure travaille jour et nuit, mais il savoure ce qu'il se passe autour de lui et dans son village. J'ai pu assister à quelques épreuves clés, notamment le saut, parce que c'était à côté, le fond de temps en temps, mais j'ai pu assister à une épreuve qui m'a beaucoup plu, c'était le patinage avec Peggy Fleming. Sinon, j'ai jamais pu aller à Charousse pour voir Kili. Je l'ai connu bien après, dans d'autres circonstances, ainsi que Léo Lacroix et toute la bande à Péria, Mauduit et tout ça. Mais Peggy Fleming, c'était quand même un coup de cœur. Les Jeux de la modernité sont une immense réussite. Grenoble, Champs-Rousse, Villard-de-Lans et Autran prennent des couleurs dans les postes de télévision du monde entier. La flamme, éteinte, Jean veut la raviver au plus vite. Il veut rebondir, mais le calme revient. Son ami Jean Réplin, qui n'a rien vu de la fête, rentre 15 jours plus tard du service militaire.
Ça m'a choqué parce que c'était tout calme. Et il n'y avait rien, plus rien. Sauf un truc énorme dans le paysage d'Autran, le village olympique. Et tout de suite, là, Jean m'a embauché, je ne sais pas pourquoi. Je suis arrivé, il m'a embauché. Et j'ai découvert ce village qui était énorme, qui était moderne, qui était magnifique, rempli de monde. Alors là, j'ai dit Autran, c'est plus Autran, là, tout de suite. Ce village olympique était déjà reconverti en centre de vacances. À la barre, Jean Faure réorganise les équipes, le fonctionnement. Et tout n'est pas simple. Mai 68 passe par là. Il doit gérer un rassemblement de plus de 500 jeunes qui n'acceptent plus aucune autorité, pendant que Jacques Higelin gère l'ambiance. Jean Faure et toute son équipe assurent et apprennent. C'est un travail d'hôtelier, mais de promotion, de gestion, d'animation, de restauration, enfin tout. Donc ce métier m'a permis d'asseoir cette réussite des Jeux Olympiques sur la durée. Et c'est de là que j'ai pu faire pendant une vingtaine d'années un métier passionnant, fascinant, qui m'a conduit à prendre la direction de Locage à Paris et d'avoir des hôtels dans le monde entier. Donc c'était pour moi une réussite professionnelle. Jean refuse de quitter son village lorsque la maison mère lui demande de prendre la direction de l'ensemble de tous les centres de Locage à Paris. Pour accueillir près de 800 personnes par semaine et gérer 160 000 journées par an à Autran, il embauche des locaux. Il y avait une quarantaine de salariés en permanence, beaucoup d'autres années. En saison, Jean embauchait très souvent des gars d'Autran pour encadrer la montagne, alors qu'ils n'avaient jamais fait de montagne. Pour encadrer le ski de fond, je n'ai jamais fait de ski de fond, mais c'était la politique de Jean. Prendre des gars du pays en qui il avait confiance, qu'il connaissait bien, et qui savait que ça pouvait les faire progresser dans ce sens-là. Jean, en tant que directeur, nous a fait comprendre que là, il fallait y aller. Par exemple, lui, c'était le premier à créer des stages de ski de fond qui n'existaient nulle part en France. Et d'ailleurs, les premiers stages qu'on a réalisés, je travaillais avec Jean, l'école de ski, aucune école de ski a accepté de donner des cours. Il a fallu qu'avec Jean et un autre salarié, nous nous débrouillions à donner les premiers cours. Donc il a tout de suite compris que là, il y avait un créneau énorme de clientèle et le ski de fond a démarré touristiquement à partir de là, grâce à Jean Faure. J'ai été le tout premier en France à acheter des skis à l'armée suisse pour pouvoir faire du ski de fond à des jeunes, à des retraités aussi, à des aveugles. On avait initié plein de choses un peu révolutionnaires. Faire du ski à des aveugles en 68, je peux vous dire qu'en 69, c'était quand même incroyable. Et l'école de ski en ski de fond s'est créée. Une vingtaine de moniteurs, au bout de 3 ans, étaient sur Autran. Et tous les stages étaient complets. Alors que les équipements olympiques fonctionnent en l'état pour accueillir des milliers de skieurs, le tourisme prend son envol. La FRAT tourne à plein régime. Jean Faure rapatrie les locaux de son centre de formation dans le village olympique, avant de l'installer définitivement dans le manoir, en 1970. Les autres années ouvrent des gîtes, des restaurants. Mais pour pérenniser cette dynamique, il faut aller encore plus loin. La FRAT, c'est un organisme de formation. Le village olympique, c'est un centre d'accueil touristique. Il faut de la promotion, il faut créer des produits. Donc cette promotion, il fallait que j'arrive à utiliser les moyens dont la commune était dotée pour faire, et notamment le syndicat d'initiative. Et j'ai pris la présidence à la demande de mes collègues du syndicat d'initiative, et à partir de là, on a explosé sur le plan de l'accueil du ski de fond sur Autran, et puis sur le plan du tourisme d'été et le tourisme de famille. Et en plus, comme on avait un petit peu des velléités de mettre en valeur tout le massif du Vercors, il fallait créer quelque chose, et c'est de là qu'est partie l'idée de créer un parc à partir des journées qui avait créé les parcs naturels à Val-Louise par un discours fondamental qui était celui de Giscard d'Estaing, de dire il faut faire quelque chose. Nous sommes engouffrés là-dedans
Et j'ai présidé une association qui a mis sur place et sur pied le parc du Vercors, le parc naturel régional du Vercors, qui est un des plus beaux de toute la France. On concilie la protection, le développement, les exigences des uns et des autres, de la ville et de ceux qui habitent. Habiter, mais en même temps accepter que les gens viennent chez soi. Tourisme, emploi, formation, défense de l'environnement, l'art de faire de la politique sans le savoir. Par le passé, il avait bien tenté de participer à la vie de la commune, par 2 fois, sans succès. Son village, il avait tellement à cœur, tellement à tripes, qu'il était obligé de faire quelque chose. Et dans un petit village, il faut passer par la mairie pour être actif. La politique, il y a 2 façons d'en faire. Il y a la façon qui est un peu plus moderne, c'est des gens qui font carrière et qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas les gens, ils veulent faire carrière dans la politique. Moi, c'est pas ça. J'ai commencé par la vie associative, et ensuite un peu la vie locale, la vie économique, et au fur et à mesure où j'avance, je me rends compte que le pouvoir politique, il est incontournable si on veut faire passer ses idées. Voilà. Donc, il faut aller au bout de la logique. Il faut aimer les gens, mais il faut faire carrière de la politique sans aimer les gens, c'est pas faire de la politique, c'est faire une carrière. Je ne suis jamais présenté comme un homme politique dans ma tête. Ce sont les échelons qui s'enclenchent pour être de plus en plus efficaces. Et tout ce que j'ai obtenu, je l'ai toujours obtenu avec des racines profondément ancrées dans le Vercors et avec l'ambition de faire évoluer les choses avec beaucoup plus de pouvoir, donc plus de moyens. En 1977, Jean Faure est élu conseiller municipal. 2 ans plus tard, il est élu conseiller général. En 1983, il est élu maire d'Autran, conseiller régional. En 1985, il prend la vice-présidence du conseil général en charge de la montagne, du tourisme, de l'environnement. J'ai connu Jean Faure en 1982 au conseil général de l'Isère où j'étais chargé de mission montagne et où je travaillais pour 2 élus principalement, Yves Pillet, qui était maire de Pont-en-Royans et qui sera après le président du parc du Vercors, et Jean Faure. Alors c'était assez rigolo parce que Yves Pillet était un homme de gauche, socialiste, Jean Faure plutôt un homme de droite ou de centre-droit, on disait CDS à l'époque, et ces 2 élus s'entendaient comme larrons en foire. Et ça m'a tout de suite plu, parce que je me suis dit finalement, au-delà des petites querelles politiciennes, dès qu'on parle de montagne, on parle de montagne, et puis c'est tout. Jean, la première qualité, c'est un chef. Il a un projet très très fort, et vu que dans sa liste nous étions que des Autranais purs et durs, nous adhérions complètement à son projet. C'était complètement dans nos idées, donc on ne pouvait pas être contre. Être maire d'Autran, ça veut dire animer une équipe pour réaliser des choses. Et je pense très objectivement que pendant les 5 mandats que j'ai passés à la mairie, j'ai, avec mes collègues, parce qu'on était une bonne équipe, on a réussi à faire plein de choses. Il avait besoin, je pense, de jeunes qui avaient la même vision que lui, la même énergie, et le même amour pour, on va dire, une diversité de pratiques et de modes de vie à Autran, de l'agriculture au tourisme, en passant par le ski, l'artisanat, et puis toute la partie, on va dire, éducateur ou instituteur, puisqu'on s'est beaucoup battu aussi pour l'école primaire qu'on a rénovée. Et donc voilà, enfin, tout ce qui fait la vie d'un village, mais il est allé chercher, j'allais dire, chaque lanière de potentiel de développement, il est allé au bout du bout de chaque petit détail, quoi. Jean, si bizarre cela paraît-il, il s'est délégué. Il a cette faculté d'avoir en tête les grandes lignes des dossiers, encore une fois, pas s'encombrer la tête avec des détails, et il fait confiance. On s'appelait, on était vraiment, on avait une vraie communication, une vraie fusion de vision, on va dire. Donc du coup, il était extrêmement vif et rapide, quoi. Je lui disais, bon, ben voilà, on a besoin de neige de culture, il faut refaire les tremplins, on va refaire la place, etc.
Il sautait sur, j'allais dire, sur tout ce qui bouge, il était extrêmement vif et il faisait confiance. Bon, il y a eu une série de travaux incroyables qui ont été faits ici, notamment la construction du stade de neige de la Sûre. Aujourd'hui, on fait du ski alpin à Autran. Mais il n'y avait rien avant, ou pratiquement rien. Un des premiers projets de Jean Faure, ça a été de racheter les quelques remontées mécaniques qui existaient déjà à l'époque, mais qui étaient très limitées, pour créer le stade de neige de la Sûre. Et si la station d'Autran, en ski alpin, est ce qu'elle est aujourd'hui, on le doit à Jean Faure. Plus la rénovation du village, la rénovation des tremplins, enfin 1000 choses, quoi. Jean Faure avait une expérience, il m'intimidait. Moi qui arrivais en politique et qui arrivais comme maire sans jamais avoir été élu auparavant, j'appréhendais de travailler avec Jean Faure. Et puis une pénurie d'eau sur nos deux communes nous a forcés, nous a appris à travailler ensemble, nous a soudés. Et je crois que ça a été le début d'une grande aventure, travailler pour notre territoire. Je me souviens très bien, un budget qui n'avait peut-être pas été travaillé en profondeur. Nous étions quelques-uns à nous apprêter à voter contre ce budget. Jean Faure l'a senti, aucun problème. Il a retiré le sujet immédiatement. Il nous a dit vous remettez autour de la table, vous travaillez et on reviendra voter ce budget. Et c'est quelque chose qui s'est répété plusieurs fois. Jean Faure recherchait le consensus et pour faire avancer un territoire, j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait vraiment rechercher ce consensus. Et en homme de terrain, j'ai suivi ce conseil de Jean Faure. Ensuite, quand j'ai pris la présidence de la communauté de communes, j'ai eu à cœur d'essayer de faire voter et de trouver ce consensus nécessaire pour notre territoire. Quand Jean Faure relance le télespace sur le territoire rural de Villard-de-Lans, du canton de Villard-de-Lans, c'est une révolution pour notre petit territoire rural. Il a fallu expliquer encore, et aujourd'hui, chacun dit Jean Faure avait raison, il fallait le faire. Depuis ses premiers mandats, Jean Faure avait compris qu'il n'était pas l'homme des appareils politiques. Au Conseil général, l'élu de l'opposition découvre le volet de la politique qu'il n'apprécie guère. Je découvre le sectarisme, l'affrontement. Ça ne m'intéresse pas tellement. J'avoue que cet aspect de la politique ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir des moyens pour poursuivre les buts que je m'étais fixés. Voilà. Pour nous, ce n'était pas possible qu'un paysan comme nous soit au Sénat. C'était impensable. Là, j'ai fini pendant 16 ans mon mandat, mais j'ai commencé là-haut. Dès 83, j'étais à la place du président Poher, parce que le président Poher, il était au perchoir. Et sa place disponible là-haut, c'était celle que j'occupais, puisqu'il n'y était jamais. Ensuite, j'ai un petit peu descendu et j'ai fini par occuper ce siège jusqu'à la fin de mon mandat, sauf la période où, bien sûr, j'ai présidé. Pendant 3 mandats, pendant 28 ans, Jean Faure siège au Sénat. Cette assemblée où enfin il œuvre pour une politique qui lui ressemble, où il déploie ses idées dans le sens le plus noble de l'intérêt général. C'est la définition de la loi, la prise en considération des souhaits de ses concitoyens pour la transformer au quotidien comme une règle qui s'oppose à tous, mais qui s'impose à tous. Et finalement, c'est tellement varié, c'est tellement dans tous les domaines de la vie qu'on peut travailler nuit et jour, et on n'y arrivera jamais. Donc il faut se spécialiser. C'est pour ça qu'au sein des groupes, il y a toujours des spécialistes de telle ou telle question. Moi, j'ai été spécialiste de la montagne, puis j'ai été spécialiste des ressources des communes, puis je suis devenu un spécialiste des crédits militaires, parce que j'aimais l'armée et parce que c'était quelque chose qui me plaisait. Je m'y suis investi pendant 10 ans. Et après, j'ai hérité du dossier des gendarmes auxquels j'ai beaucoup donné parce que j'ai voulu épouser leurs soucis, leur profession. J'ai fait des stages avec eux. J'ai fait des stages au GIGN. J'ai fait des stages avec les secouristes de montagne, le PGHM de Chamonix. Je suis allé avec la lutte contre les orpailleurs sauvages en Guyane. J'ai fait 8 jours de randonnée dans la forêt. Si vous voulez, il faut vivre avec ces gens et ensuite comprendre quelle est leur mission.
Jean Faure est entré dans la peau d'un gendarme pour comprendre le statut de la gendarmerie que le président Nicolas Sarkozy voulait fusionner avec la police. Nous avons mené ensemble quelques combats. Nous ne les avons pas tous gagnés, parce que les arbitrages... Et je dois, moi, personnellement, louer le courage intellectuel et je dirais, le courage de Jean Faure qui a su résister et même combattre quelquefois face à des positions de l'Élysée qui n'étaient pas obligatoirement celles qu'il défendait. Bon, comme je le dis, il n'a pas tout gagné, mais en tout cas, il a mené ce combat. C'est pas toujours facile de s'opposer à l'Élysée quand on est du même bord. Il n'a jamais rien lâché, jamais rien lâché. Il est allé jusqu'au bout de ce qu'il voulait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est formidable, c'est un moteur formidable pour ceux qui travaillent avec lui. Nous allons assister à une cohorte de touristes qui vont se rendre dans différents coins du territoire et, bien entendu, pratiquer des activités sportives qui sont d'ailleurs de plus en plus diversifiées. La fréquentation accrue de nos territoires ruraux pose un certain nombre de problèmes aux maires, que ce soit sur l'organisation des frais des secours, que ce soit sur le remboursement de ces frais de secours, ou que ce soit tout simplement sur leur responsabilité. Secrétaire du Sénat, puis vice-président, puis questeur, Jean Faure est le rapporteur de la loi Montagne. Elle est votée à l'unanimité. L'essentiel de la loi Montagne et de ses promoteurs, et notamment Louis Besson, qui était à l'origine de cette loi, et que j'ai défendu avec beaucoup d'ardeur, c'était de prendre en compte les handicaps de la montagne. Quand on vit en montagne, on ne vit pas au pied de l'immeuble avec un bus qui s'arrête à 20 mètres. On ne vit pas devant le commerce, on n'est pas à 50 mètres de la pharmacie, on n'est pas à 500 mètres de l'hôpital. On est perdu, on n'a pas ces services. Et c'est un handicap considérable. Pour les écoles, quand vous êtes en ville, vous rentrez dans une école, vous ne posez pas de problème de savoir pourquoi il y a 30 enfants dans la classe. Quand vous êtes dans un petit hameau perdu et qu'il y a 7, 8 élèves, et puis qu'on vous dit la règle c'est 30, on va fermer votre école, c'est un drame. Parce que les petits, ils vont faire quoi dans leur hameau? Ils vont descendre dans le chef-lieu, à pied? Les ramasses scolaires en plein hiver, impossible avec les pentes, le déneigement. Donc, et c'est un handicap dont il faut tenir compte. Et c'est dans tous les domaines des services publics, que ce soit pour le maintien de la poste, que ce soit pour le maintien des services de sécurité comme une gendarmerie. La perception, les petits vieux, ils ne doivent pas toucher leur retraite et il ne faut pas que la perception soit à des kilomètres. Donc tout ça, ça nécessite des adaptations, des règles fondamentales pour l'ensemble des Français. L'urbanisme, c'est la même chose. Si on construit comme en ville, mais où est l'environnement? Où est la production agricole? Où sont toutes les grandes théories sur la protection de l'environnement, l'écologie? Il y a besoin d'adapter les lois en fonction des territoires. Voilà la règle de la montagne. Jean a été un défenseur de la loi Montagne parce qu'il connaissait parfaitement les problématiques de ceux qui y vivent, qui y travaillent, qui viennent au loisir. Et ça, c'est important. J'espère que dans l'avenir, on continuera à avoir des élus au niveau départemental, mais surtout au niveau national, qui soient en capacité de continuer à porter ces problématiques par rapport à un vécu. Et pas uniquement sur des bancs universitaires ou des grandes écoles, mais par la réalité du terrain. Et ça, pour moi, c'est un exemple. En plus, Jean Faure a une analyse politique très fine. C'est le renard du Vercors, surtout en politique, parce qu'on a vécu ensemble des moments assez difficiles au niveau du département, au niveau de certaines périodes politiques. Il avait toujours cette analyse, d'abord, c'est un exemple pour nous, beaucoup de recul, une analyse toujours très tempérée, mais très juste. Donc ça aussi, ça fait la qualité d'un homme politique. Et moi, c'est un exemple parce que ça démontre que dans la politique, on peut arriver à avoir des hautes fonctions, parce qu'il a eu les plus hautes fonctions au niveau du Sénat, en ayant aussi un parcours atypique. J'ai été militaire, j'ai été gendarme, j'ai rempli ma mission, j'ai été un montagnard, j'ai été un skieur, j'ai été un syndicaliste agricole, j'ai rempli ma mission avec les moyens qui sont les miens. Je n'étais pas un génie, mais j'ai été super motivé, super motivé.
Le Sénat, la plus belle école de la vie pour Jean. Il y apprend chaque jour, heure par heure. Il y apprend aussi le sens de l'amitié si sincère qu'elle traverse les barrières de l'opinion, de l'opposition. Une amitié qui traverse aussi les années. Au lac Chauvet, dans le Puy-de-Dôme, Jean partage une partie de pêche avec ses amis. Henri Thor, ancien sénateur de l'Ardèche, et Michel Charasse, ancien ministre du Budget. C'est le moment unique dans l'année des retrouvailles de 4 vieux copains qui ont fait 15 ou 20 ans ensemble, parfois plus, le trajet de la politique, et avec des opinions très différentes, mais avec une amitié indéfectible. La preuve, c'est qu'on est tous à la retraite déjà depuis, certains d'entre nous, bientôt 10 ans, et que ça marche encore. Au Sénat, on sait s'écouter, on n'est pas... Il y a un grand respect, une grande tolérance au Sénat, un grand respect pour les opinions adverses. Oui. Et puis, nous avons le sentiment tous de servir d'une manière ou d'une autre la République et la France. On vote des lois ensemble, de temps en temps de la même manière, de temps en temps de manière différente. Lui, il avait des problèmes des stations de sport d'hiver, des remontées mécaniques et tout. Moi, mon département a une station, 2 même, à Superbès et au Mont d'Or. Donc, je savais de quoi je parlais. Bon, en même temps, nos départements sont agricoles. Lui, il était d'un secteur agricole et viticole. Lui aussi, dans l'Ardèche. Donc, on se retrouvait sur des problèmes communs, de montagne ou de semi-montagne. Bon, c'est tout. Et tout ça fait que, bon, on se voit, on se parle, on se réchauffe. On voit un canon, on se fait faire foutre, voilà. Les sénateurs en exercice se retrouvaient une fois par an en août. La tradition perdure, à présent que chacun s'est retiré de la vie politique. Jean Faure, président de la communauté de communes du Vercors jusqu'en 2008, achève son mandat au Sénat et ne se représente plus. J'avais déjà programmé que je m'en irais après à 70 ans, j'arrêtais tout. Ce que j'ai fait, ça veut dire que je n'ai pas perdu, c'est de l'orgueil là, d'accord, mais c'est une forme de fierté aussi. Je n'ai perdu aucune élection. J'ai quitté volontairement le Conseil général, j'ai quitté volontairement la mairie et j'ai quitté volontairement le Sénat. L'intérêt général dans les gènes, son Vercors dans les veines, Jean Faure n'est jamais bien loin lorsqu'un projet se dessine, qu'il concerne la reconversion du village olympique, de nouvelles coopérations internationales à la FRAT ou la cohérence des activités agricoles et de tourisme. Pourquoi arrêter? Qu'est-ce que ça veut dire? Tant qu'on est vivant, tant qu'on est debout, il faut donner le meilleur de soi-même. Parce que si on le garde pour soi, ça ne sert à rien. On est enterré vivant. Non, moi je dis ce que j'ai à dire. Je fais ce que je sens. Tant que j'aurai la force, je le ferai. Le jour où j'aurai plus la force, j'arrêterai. Il est toujours là pour un bon conseil ou vous aider. Ça, c'est sûr. Autran, c'est Jean Faure, bien sûr, mais là, je n'ai rien inventé. C'est lui qui a tout inventé. C'est sûr, hein. Heureusement qu'il est là. Hein. C'est important qu'on se rende bien compte de tout ce qu'il a fait pour Autran et puis pour le plateau du Vercors et puis d'autres choses encore. Hein. Sur le plan national, il a à la fois la vision du paysan, je peux dire, et puis aussi du sénateur, de l'élu, de quelqu'un qui voit au-dessus, quoi, qui au-dessus des personnes, qui a une vision. Il a eu une vision, il avait toujours un temps d'avance. Moi, c'est ce que je retiens de Jean. Ouais. Quelqu'un de résilient, qui a su rebondir, se tourner vers les autres, porter ses valeurs, mais surtout, il ne faut pas oublier que c'est un homme qui a beaucoup d'humour. On rit beaucoup avec Jean Faure. Moi qui ai eu la chance de travailler à ses côtés pendant plus de 30 ans, je l'ai vu à de multiples reprises, cet attachement viscéral. Il arrivait, alors qu'il n'était pas à Autran la plupart du temps, il était à Paris, il était à Grenoble, il était à Villars, etc. Mais à Autran, en 2 heures de discussion, autour d'un café, au bistrot, sur la place du village, il savait tout.
Jean Faure a fait beaucoup pour son village, beaucoup. Il l'a fait par amour. Il est passé à côté d'autres postes qu'il aurait pu occuper. Mais il m'a toujours dit, on échangeait beaucoup, il parlait beaucoup de ce qu'il ressentait. Et il m'a toujours dit, l'amour du Vercors, pour moi, c'est le plus important. Je sais que je peux compter sur lui. Quand j'ai pris mes responsabilités au Conseil général, les conseils de Jean Faure étaient importants pour moi. Quand j'ai pris la présidence de la communauté de communes, les conseils de Jean Faure étaient importants. Je ne l'ai jamais vu dévier. C'est un roc. Et il a eu dans la vie des ennuis certains. Et il s'en est sorti comme un samouraï. Ou comme un fils dans le sillon tracé par son père sur sa terre, comme une ligne de vie. Un père sorti des tranchées de la guerre de 14, veuf à 43 ans, qui lui a montré comment survivre aux hivers criant la faim avec ses 5 enfants. Mon père a pu voir tout mon parcours. Et c'est une forme de satisfaction. Mais lui, il me disait toujours, je préfère ma place à la tienne. Une lucidité incroyable. Et il m'a dit autre chose, que je n'oublierai jamais. Quand j'étais dans de grosses difficultés, il m'a dit, Jean, méfie-toi. J'aurais préféré crever tout seul sur mon tas de fumier plutôt que de devoir 1 franc à quelqu'un. Ça pèse lourd dans la vie, surtout dans la vie politique. Un père qui lui a appris comment pénétrer dans la forêt, en silence, à l'écoute, comme le renard avance sans être vu, avec respect, dignité, sans jamais se retourner. Jamais fier, mais en paix. Bon, il ne me l'a pas dit, mais il n'a pas besoin de parler. Ça s'oyait.